Mardi 9 novembre 1999, chez la COP dépense 900 000 $ pour mettre une feuille d'érable derrière la tête des footballeurs de la Ligue canadienne de football. Pour aviser Sheila, moi pour 35 $. Non seulement je me mets une feuille d'érable derrière la tête, mais je me rentre une corde de bois n'importe où. Et la fin du monde apprend qu'une compétition des meilleurs crus de cannabis a eu lieu à Montréal dimanche dernier. Pendant ce temps, la SRC diffusait son spécial 4,5 en folie. Lequel est le plus nocif pour la jeunesse québécoise? Pensez-y. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais, il s'en passe-tu des affaires dans le monde? Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique, l'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là sur place? Oh non, Manolo! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en deux au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, / chroniqueur culturel, / travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir. Bonsoir Clément, bonsoir. Si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bonsoir. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, Bruno, ça a été une envolée apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Oui. Vous arrivez à l'instant. Comment ça s'est passé? Écoute, dès le départ, j'étais très nerveux. Écoute, on sait que je suis allé à Moncton dernièrement, mais c'était quelque chose de politique, là. Étant donné que c'était culturel, je me sentais plutôt comme un envoyé de flash, avec toute la responsabilité qu'on a avec toute cette pression-là. Et je suis allé rencontrer des gens là-bas, donc j'ai fait des interviews, des entrevues, chose que j'avais jamais faites. Vous avez fait des entrevues avec des personnalités québécoises qui travaillent donc à Las Vegas. Oui, Isabelle Boulay, Alain Choquette. Oui. Et qu'est-ce qui était là aussi? Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, oui, c'est le décalage, on comprend ça. Et là, vous avez donc monté un premier reportage qu'on va voir ce soir, si vous êtes d'accord, et qui... Présentez-nous là, s'il vous plaît, Bruno. Écoute, Marc, je me suis préparé, c'était ma première entrevue. C'était avec Isabelle Boulay, qui était extrêmement généreuse. Les filles ici m'ont monté un dossier absolument remarquable sur Isabelle. Et je pense que ça a donné... Pour une première entrevue, en tout cas, j'en suis bien fier et j'ai bien hâte de montrer ça. Eh bien, on vous présente ça à la fois aux téléspectateurs et aux parents de Bruno. Et après, on revient pour avoir un petit commentaire de tout le monde. On regarde ça tout de suite. Bienvenue à Paris, Las Vegas, un décor presque authentique où les arbres font de l'ombre au plafond. En fait, on a voulu recréer ici l'ambiance de Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une réplique de l'opéra où se produit Isabelle Boulay en spectacle. En plein milieu de Las Vegas, un hôtel très luxueux. Alors, Isabelle Boulay, t'es ici, fait que... Ben, écoute, je suis arrivée ici, j'ai la chance d'être ici parce qu'il y a un producteur d'ici qui m'a vu à Paris, à une télévision française et qui après est allé au magasin de disques et qui m'a encore vu dans le magasin de disques. Alors, c'est ce qui explique que je sois ici. Ah oui, mais ben, ils sont venus me chercher en limousine à l'aéroport, une grande limousine noire, le traitement royal. J'ai une suite au 25e étage de cet hôtel-là. OK. Puis... Ben, je suis ici pour 2 soirs. Je chante 1 heure par soir
au théâtre de l'Hôtel Paris Las Vegas. Ah. Puis, Écoute, Bruno, c'est vraiment très impressionnant ici. je sais, on est arrivés, nous autres, hier, et Puis, ben, ouais. C'est comme tu dis. Merci, Isabelle. Hey, c'est magnifique. Quel beau premier reportage. Bravo, bravo, Bruno. Avez-vous aimé le reportage de votre fils, Madame Blanchet, d'abord? Beaucoup. Monsieur Blanchet, avez-vous aimé ça? Le premier reportage, à part tes reportages, là, c'est un bon reportage. Ah, ben, c'est merveilleux. On est tous très contents. Merci beaucoup de vous être déplacés, hein. Puis merci, Bruno. Bon retour à la maison, hein. Puis bravo pour tout. Eh, Seigneur. C'est un clan, hein. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon. Combien la feuille d'érable coûte-t-elle aux Canadiens? Oh, ben, très cher, si on pense à tout l'argent que donne Sheila Copps et son ministère du patrimoine à ceux qui veulent bien arborer l'unifolié. Un exemple, Madame Copps a donné 900 000 $ à la Ligue canadienne de football pour que les joueurs portent une feuille d'érable derrière leur carte. C'est le fun, hein? Eh bien, ce soir, dans un geste symbolique, je l'espère, payant, je vais affronter une tempête de feuilles d'érable. Ça va être une espèce de, comment vous expliquer, une espèce de métaphore de l'argent dilapidé en patriotisme mal placé. En tout cas, vous allez voir quand vous allez comprendre, c'est du cocteau. Je pense que c'est très joli. Vous allez pleurer, vous allez avoir peur. Il y a de la musique qui accompagne ça, du beau piano canadien, et ça s'exprime beaucoup là-dedans. On y va. Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ouh! Ouh! Ah! 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 Hey! Je sais que je l'ai déjà dit souvent, mais je crois que cette fois-ci, c'est vrai, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Pour se désintoxiquer de tant de beauté, regardons ensemble, si vous dire, le reportage de M. Jean-René Dufresne. Au Canada. Chers concitoyens, force est de constater que notre Canada est en pleine crise d'identité et ça nous coûte cher. Après les 15 millions de dollars flambés par Sheila Copps afin de nous inonder de drapeaux Canada, notre beau gouvernement fédéral en rajoute avec d'autres folles dépenses. Et là, ils sont en appel d'offres en ce moment. Une évaluation d'autour 4 ou 5 millions de dollars encore en drapeaux. C'est 6 millions de drapeaux canadiens. On va mettre ça où, nous? Partout, des Canadas seront visibles à nos frais. 6 millions de drapeaux, on n'est pas en manque de drapeaux à ce point-là. Ça fait 20 000 drapeaux par député. Comme si on faisait pas assez d'overdose de Canada comme ça, le Canada a dépensé 3,5 millions de dollars pour inscrire des gros Canada sur les édifices Canada. Une pancarte comme ici, là, on est tout petit Pont-Jacques-Cartier, celle-là doit avoir coûté quelque chose comme 300 000 dollars. Alors, le beau Canada avec soyez prudents et conduisez prudemment et pas d'alcool au volant. De plus, selon le toujours bien informé Bloc québécois, le gros sigle lumineux de Radio-Canada s'illumine maintenant la nuit en rouge grâce à l'argent de Patrimoine Canada. Et le Canada suscite une passion que peut-être on a toujours eu dans nos vents. Mais ce n'est pas tout. Voyez cette photo de joueurs de la Ligue canadienne de football. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur les casques des joueurs? Des drapeaux Canada. C'est épouvantable, prendre 950 000 $ pour avoir le gros drapeau Canada sur un casque de football. 3 000 $ par casque. Je pourrais donner 10 000 $ à 95 clubs de sport amateur. C'en est trop. Je devais aller interroger Paul Martin. Mais 1 million de dollars pour les casques de football de la Ligue canadienne? Ça, là, c'est quelque chose dont j'ai aucune connaissance. Non. Non. Monsieur Martin, j'ai juste oublié de vous demander si ça vous achalait, si c'est vrai. $1 million en tant que ministre des Finances. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est vrai. Je suis pas dans une position de... Est-ce que des dépenses comme ça vous achalerait? Les ministres des Finances, on n'a pas dépensé des sous. Ça me satisfait comme explication. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. Salut Marc, tu as vu, j'ai été subventionné. Ben oui, absolument. Bravo, Jean-René. Elle était très belle, celle-là. Là, est-ce qu'on sait combien ils se dépensent depuis à peu près
grosso modo, depuis le début? Est-ce que c'est autour de, ils ont dépensé 15 millions une première fois. On dépense encore un 3 millions, presque et demi. C'est une campagne. Plus 6 millions d'impressions de nouveaux drapeaux. OK. Parce qu'il y a une nouvelle commande, là, sont en appel d'offres. OK. Et ça, c'est tous les frais directs, là, auxquels on a accès. Mais évidemment, dans les programmes, ils s'en glissent, puis ils s'en... Mais là, est-ce que ça va arrêter quand, ça, cette opération visibilité-là? Je sais pas, parce que c'est vraiment parti sur une méchante chire. Oui. D'ailleurs, on a des chiffres assez intéressants. Ça a l'air que chaque député a reçu une affaire comme 1,8 million d'épinglettes chacun, distribuées un peu partout. Mais là, il y a Québec qui va répliquer. Oui, j'ai vu que des édifices Québec vont répliquer aux édifices Canada, écrit en gros Canada, en écrivant le encore gros de Québec. Bon. Donc, c'est vraiment parti. Mais tu sais, est-ce que le citoyen peut se plaindre de ça d'une façon ou de l'autre? Est-ce qu'on peut empêcher ça ou on les laisse aller avec les millions puis on... Ben, ce que vous pouvez faire, c'est chialer à votre député. D'accord. Et votre député s'en va à la Chambre des communes. D'accord. Et chiale à chez la COP. Bon, ben, finalement, chez la COP dit c'est pas de ma faute. Et là, ça revient au député. Ah, okay, vous redevez chialer. OK, parfait. Ben, merci. On va citer là-dessus. Merci infiniment, Jean-René, c'est mon conseil. On s'en va faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Secret s'est déroulé à Montréal le week-end dernier une compétition tout à fait hors du commun. Il s'agit du Pot Cup, un concours opposant différents types de cannabis, organisé un peu à la manière d'une espèce de dégustation de vin et fromage. Sauf que les goûteurs de pot ont mangé, eux, du fromage, 3 sacs de chips, des brownies, du spaghetti froid, des beans en canne, des biscuits soda, des toasts Melba, du glaçage à gâteau et plusieurs sachets de sauce barbecue en poudre. Patrick Masbourian, qui d'autre était là? On écoute. C'est à Montréal que plus de 150 amateurs de marijuana se sont réunis en secret dimanche dernier pour décerner la première coupe Cannabis Québec. Étaient en compétition Dark Star, K-Rooster, Thai Experience et Willow dans la catégorie bio, Free Tibet, Willie Jack, Deep Freeze et Point Blank dans la catégorie hydroponique. Comment est-ce qu'on juge un bon weed? Ben, premièrement, c'est par l'apparence. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il y a beaucoup de cristaux? Quand tu le défais, qu'est-ce qu'il sent? Est-ce que c'est fruité? Est-ce que c'est épicé? T'as vraiment beaucoup de critères là, qui rentrent en ligne de compte. Aussi, t'as l'effet que ça va faire après quand tu vas le fumer. Est-ce qu'il brûle bien? Est-ce qu'il brûle mal? Est-ce qu'il sent bon? C'est vraiment sur tous ces critères-là que c'est évalué. C'est comme un peu comme un vin. Hein? Il y a beaucoup de critères qui donnent à la fin qu'un va être meilleur que l'autre. Toi, t'as un pote en compétition. Comment tu pourrais décrire ton pote? Ah, j'ai vu qu'il était très dense. On l'a examiné sous le microscope. On a vu que c'était très cristallin. On voyait beaucoup les pistées qu'on appelle, qui étaient débordantes de calyx et quasiment aucun espace interstitial, je crois qu'on appelle, entre les calyx. C'était merveilleux. Est-ce que c'est vraiment une compétition? C'est plus comme un go-go geste politique? C'est sûr qu'on peut considérer ça comme un geste politique dans le sens que, regardez, il y a une sous-culture, là. Et ça, c'est juste du bouche à oreille, c'est rien d'annoncer de nulle part. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment une force gravitationnelle, puis elle grossit, puis ça fait partie des événements pour faire grossir tout le champ gravitationnel qui tourne autour de la légalisation. Ah! Les abîmes du mal. On va rejoindre Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Est-ce que la force et surtout l'odeur de ce champ gravitationnel se rend jusqu'à vous? Ben, je sais pas, mais j'allais vous demander, vous, si après une soirée passée à déguster, vous n'avez pas dégusté vous-même quand même. Avez-vous dégusté? Avez-vous touché à ça? Ah, j'ai un petit peu, oui. J'ai surtout goûté au gagnant. D'ailleurs, j'aimerais annoncer que le gagnant dans la catégorie hydroponique, c'était le Free Tibet en question. C'est quoi la différence? Qui a fait l'unanimité, je sais pas, j'ai jamais touché à ça de ma vie. C'est quoi la différence entre l'hydroponique et le biologique, Patrick, rapidement? Ben, le biologique pousse dans la terre, donc à l'extérieur, généralement. Bravo. Et l'hydroponique, c'est un pot d'intérieur, si vous voulez,
cultivés évidemment dans l'eau, dans un environnement contrôlé. Je sais pas, jamais touché à ça. Mais là, vous, comment vous avez été contacté? Parce que ça a été tenu secret assez longtemps. Par les extraterrestres. Oui, c'est ça. Ben, expliquez-nous comment, parce que vous n'étiez pas nombreux comme médias là-bas. Non, il n'y avait que nous, les médias locaux, que nous, et l'hebdomadaire Voir, donc. Et il y avait par contre le très prestigieux High Times, la revue de tous les stoners, donc qui avait envoyé, il y avait un envoyé spécial, si vous voulez, en provenance des États-Unis. D'ailleurs, je tiens à préciser que parmi les 8 potes en compétition, il y en avait 3 de l'Ontario. C'est une première nord-américaine, hein, il faut le souligner, ça a attiré des gens, même donc des gens venaient des États-Unis pour participer, ça coûtait $100. Ce n'était que par du bouche-à-oreille qu'on pouvait être informé de ça. Et c'est donc, si vous voulez, un espèce de clan là, qui se développe. Mais là, ultimement, ultimement, c'est de réunir le plus de producteurs possible à travers le monde, éventuellement. C'est ça qu'on voudrait faire. Évidemment, c'est de faire de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque ça existe déjà à Amsterdam, la coupe la plus célèbre au monde, c'est là-bas. C'est dans 2 semaines, d'ailleurs, du 19 au 26 novembre, je crois. Et donc, on aimerait pouvoir faire un pendant, si vous voulez, américain à ça. Oui, j'espère bien. Et là, pour l'instant, ça se fait en silence. Ben, je sais bien. Un jour, peut-être, qui est dans son monde, hein. Il est dedans, il sort pas dedans. Merci, Patrick. Pendant des heures. Je sais, ça vous a jamais vu passionnément. Nous allons faire une petite pause et nous allons venir avec le monde des sports. Restez avec nous. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. C'était ma fête en fin de semaine. Yeah! Mais j'étais quand même un peu triste. On ne m'ait pas donné le rôle de Maurice Richard dans la série du même nom. On m'a préféré Roy Dupuis. Le seul comédien québécois qui possède la faculté de tenir un bâton de hockey dans une mini-série de 3 heures sans cligner des yeux une seule fois. C'est fort, ça! Et si vous ne l'avez pas vu, j'aimerais juste prendre un petit moment pour vous faire revivre quelques-uns des moments les plus palpitants de cette série. On a 2 minutes, d'accord. D'abord, Maurice compte son premier but pour le Canadien. Bon. Ensuite, un autre bout que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Maurice qui assiste à la naissance de son premier enfant. Évidemment, ça, c'est un grand moment, ça. Le grand moment de la carrière de Maurice, l'émeute du Forum. C'est beau, hein? Oh, c'est beau! C'est bien beau, mais là, avec la préparation que cet hommage à Roy Dupuis m'a demandé, je n'ai pas eu le temps de lire les journaux en fin de semaine. C'est pourquoi je vous présente ce soir votre chronique favorite où je décris les photos des journaux sans prendre la peine de lire les articles et ça s'intitule « On regarde juste des portraits ». Ça commence. Aéronautique. La tragédie d'Égyptaire enfin élucidée. Un enfant géant de 6 ans a intercepté l'avion et l'a pitché dans l'eau. Médecine. Le Viagra est maintenant disponible sous forme de comprimé et d'antisudorifique. On ne dénote que très peu d'effets secondaires. Politique provinciale. Maintenant, le vice-premier ministre du Québec, M. Bernard Landry, est victime d'un attentat. Le voici quelques instants avant qu'il ne soit attaqué par un petit lapin qui lui a donné une fiche-note. Il repose dans un état stable. Bon courage, M. Landry. Voyage maintenant. Le très funny Peter McLeod, qui s'est toujours vanté de ne pas utiliser d'écran solaire, revient de Ixtapa. Il a fait de la planche à voile. Je répète, il a fait de la planche à voile. Drame familial. Un père et ses 2 enfants sont emprisonnés pour avoir frauduleusement personnifié un totem. On va y courir après, évidemment. Incident diplomatique maintenant. Profitant d'un moment de distraction, le président Clinton s'est emparé du siège de son homologue allemand Gerhard Schröder et l'a réchauffé d'une de ses fameuses Fuse made in USA. Que c'est coquiné. Technologie. Le quart arrière des Stampeders de Calgary, Dave Dickinson, invente enfin un appareil pour venir en aide à ceux qui font « Hein ?» et qui n'ont pas de bras. Hein? Bravo à M. Dickinson. Horreur, maintenant. Eh bien, c'est prouvé, les jeunes vampires jouent du piano par en arrière. C'est bien pour dire, hein?
Alimentation. Pour le nouveau millénaire, la cage au sport lance de ses méga ribs. C'est du thorax, tout ça, monsieur. J'aimerais pas voir la towelette qui va avec. Je répète, Peter McLeod a fait de la planche à voile. Phénomène sportif. Digne d'un conte de fées. Christelle Saloni accouche d'un skieur qui, âgé d'à peine de quelques heures, remporte une compétition de slalom au Colorado. Phénomène sportif. Deuxième partie. Un homme coiffé d'un casque de bain se mouche pour la première fois de sa vie et rase de se noyer dans sa guédille. Emploi maintenant. Le gouvernement péquiste réussit à faire enfin baisser le taux de chômage au Québec en promouvant un nouveau métier d'avenir, boucheur de plate avec son doigt. Mobilier. Voilà ce qui arrive lorsqu'on épluche un lit à ressort avec son rotéto. Passez-vous le mot, les jeunes? Faune, maintenant. Attention! Ah, ce n'est pas un vrai tigre. Faites attention, pareil, monsieur. Miracle de la nature. 5 de ces femmes ont un pénis. Devinez lesquelles? Sitcom, maintenant. La sympathique comédienne Sylvie Moreau de la série Catherine présente enfin sa sœur jumelle, mademoiselle Dany Verveine. Et enfin, terminons avec hommage. La comédienne Louise Marleau et le chanteur Claude Dubois assistent au dévoilement de leur statue de cire au musée de Madame Tussaud. C'est très réussi. Très réussi. Alors, c'est tout pour ce oisif segment. On regarde juste des portraits. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, ça, évidemment, me semblait aussi. Et le point J a perdu ses cassettes et offre 1 000 $ à qui les rapportera. Ça, je savais que ça arriverait, hein. À chaque fois que je croisais Judy, moi, j'y disais, Judy, tu vas perdre tes cassettes! Maudite folle! Elle m'écoute pas! Hein? Mais c'est bien bon! Mais ayez pas peur, non, cela ne se produira jamais ici. Oh non, Madelon! Et pourquoi? Parce qu'après 3 ans d'expérimentation, essais-erreurs, avec toute l'équipe ici, on a développé une technique afin de ne pas égarer les cassettes. Et là, bon, je vais vous donner un petit truc du métier que vous apprenez juste si vous faites un doctorat en communication. Et encore, un truc qui s'appelle, retenez bien le nom, ça pourra vous servir éventuellement, tenir la cassette dans ses mains. Regardez bien, je vais faire une petite démonstration. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, avec la pratique, ça vient tout seul. Mettons que j'ai la cassette de l'émission de ce soir et que je dois, pour une raison X, partir avec. Avant de partir, moi, là, je m'arrange pour tenir la cassette dans mes mains et regarder comme par magie la cassette va venir avec moi. Je vais à droite. As-tu la cassette? Je vais à gauche. Et t'es con là, cassette? Anne-tu? Pour à la cafétéria, elle viendra avec moi. Parce que je la tiens, mais... Et ça fonctionne aussi bien avec les cassettes VHS que bêta, hein. C'est quelque chose, quand même. En attendant, pour venir en aide à nos pauvres collègues de TVA, nous avons mis notre plus fin limier, Jean-René Dufort, sur le cas des cassettes perdues. On écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Dossier Mystère BBM. Ce soir, l'histoire troublante d'un homme qui oublie ses cassettes du point J sur le toit de sa voiture. Pourquoi? Cet homme dont parlent tous les journaux ce matin, c'est le réalisateur Marc-André Chabot. C'est lui qui prétend avoir perdu les cassettes du point J de demain. Je suis arrivé pour faire mon montage hier avec, j'arrivais de tournage, alors je débarquais d'une voiture pour déposer des choses dans mon véhicule. J'avais plusieurs sacs et puis j'ai ouvert, j'avais besoin d'une 3e main pour ouvrir la porte, je ne l'avais pas, donc j'ai déposé le boîtier de cassette juste au-dessus de la porte. J'ai ouvert les portes, j'ai rentré les choses, tout ça, et là j'ai changé d'idée. J'ai dit au lieu d'aller directement monter, je vais aller m'acheter un café. Alors quand on fait ça, on perd notre plan initial, j'ai fermé la porte, puis je suis parti en voiture. Et on le voit sur les caméras de sécurité de TVA, dès que je sors du stationnement puis je tourne à droite, le boîtier avec les 6 cassettes tombe dans la rue. Et le mystère commence là.
Fait troublant, Marc-André Chabot est aussi cet arnaqueur, anciennement à la solde des Bleus Poudres, qui avait trouvé le numéro de téléphone du pape. Se pourrait-il qu'aujourd'hui il perde des cassettes? Pourquoi? On sait c'est où le Vatican, ok? On sait qu'il y a un téléphone. Mes cassettes, je sais pas sont où, là. Je sais pas. Je veux dire, c'est pas la même technique, laisse-moi te dire. Fait encore plus troublant lorsque notre équipe de scientifiques a tenté de répéter la manœuvre prétendue de Marc-André, elle fut incapable de perdre les cassettes. Ça a plus d'allure. Elle est encore là? Elle avait pas tombé? Non. Non, c'est pas une arnaque. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour trouver ces cassettes-là. La population semble troublée de cette disparition. Pourquoi? Si les cassettes ont été perdues ici dans le village, c'est le concours du plus bel homme, ben, il risque de pas retrouver les cassettes, c'est quelqu'un de la communauté geek qui retrouve les cassettes. Je peux pas dire que ça m'émeut beaucoup, là. C'est une tristesse infinie, hein. Je sais pas comment on va pouvoir s'en remettre. Ah, moi, d'après moi, c'est la faute à Pierre-Louis Laberge. Oui. Moi, oui, certain. Arnaque BBM ou perte déplorable, plus personne ne comprend plus rien. Et c'est pour ça que c'est un dossier mystère. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. On est de retour en studio avec Jean-René. Quel vaste complot, probablement, Jean-René. Salut, Marc. Et t'as vu? Ils ont placardé des affiches partout, 1000 $ de récompense avec un numéro. Bon, écoutez, là, il y a 6 cassettes qui ont été perdues, ou peut-être volées. On demande 1000 $, enfin, on offre 1000 $ de récompense. Ouais. Combien coûte une journée de tournage, à peu près, Jean-René? Juste pour faire un calcul rapide, pour savoir si c'est une récompense qui vaut la peine. Ben, ça coûte plus cher que 1000 $. Ouais, ne serait-ce qu'au cachet UDA des 5 plus beaux hommes du Québec. OK. Ça doit coûter cher. D'accord. Donc, on pourrait offrir plus. OK. D'ailleurs, nous, sûrement, on pourrait offrir plus, peut-être, je sais pas, moi, je ne risque un chiffre là, comme ça, là. Risquer 15-20 000 $. Non, peut-être moins que ça. Risquer moins. 1200 $. Ouais, genre 1005, mettons. 1005. On s'entend 1005. Juste pour prendre les cassettes et les faire bouillir, tu sais, dans un espèce de chaudron à blé d'Inde. Ah, mais c'est incroyable. Donc, si on vous rapporte les cassettes à vous, plutôt qu'au point J, c'est ça, vous allez offrir 1500 $? Oui, bon, on les revendra 2000. On les revendra 2000 pour le point. On OK, va faire parfait. un voyage. Ben, merci beaucoup. C'est une très bonne idée. Merci infiniment, Jean-René. Oui. On se laisse là-dessus? Oui. On peut envoyer les cassettes ici, donc, à Oui, Cassaison? téléphoner ou envoyer les cassettes. Communiquez avec nous sur notre site. D'accord. Le poste de Dominique, la productrice? 7416. 7416. Oui, alors laissez le message. Jamais Dominique n'est pas là parce que très rarement au bureau est en vacances. Merci infiniment, Jean-René. Oui. Et bonne fin de soirée. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez donc là. La fin du monde est à 7 heures. C'est bien connu, là. Les banques, c'est toutes des hosties de trous de cul. Font des milliards de profits en échange de services lamentables et coûteux, taux d'intérêt minuscules, coupure de personnel et calendrier hideux. C'est très enrageant, ça. Évidemment, tous les moyens sont bons pour fourrer le pauvre monde. Prenez la nouvelle campagne de promotion de la Banque Scotia, par exemple. Donnez-nous votre argent et on vous donne un coup de poing d'en face. Le pire, là, c'est que les gens font avoir avec ça. Surtout les personnes âgées. Moi, je trouve ça odieux. Là, les personnes âgées, ils arrivent avec leur chèque de pension et là, ils se mettent à 4/15 pour leur barger dessus. À cet âge-là, les os, ça se reprend pas de même, hein. Pendant ce temps-là, ben quoi, évidemment, les profits montent, puis montent, puis montent. Isabelle Maréchal est aussi en maudit que moi. On regarde. Hein, oui, je vous entends encore vous plaindre contre les profits astronomiques des banques. Facile de se plaindre quand on reste assis à rien faire. Si je vous mettais au défi là, de venir avec moi leur dire notre façon de penser, viendriez-vous? C'est ça, c'est votre Ça s'entasse d'année en année. 1,6 milliard, 1,8 milliard. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Vous avez déjà essayé de leur dire que ça vous écœurait? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ben, on m'a dit que valait mieux qu'on soit avec une banque qui fasse de l'argent qu'une banque qui fasse faillite. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Est-ce qu'on sait ce que les banques font avec leurs profits magistraux? C'est très difficile à savoir. Lire le rapport annuel d'une banque ou d'une grande société, même si vous êtes un comptable averti, vous connaissez bien les chiffres, c'est d'entrer dans un labyrinthe, c'est d'entrer dans un dédale, c'est écrit dans une langue secrète, opaque, il y a rien à comprendre, hein. C'est mon mari, là, qui connaît ça plus que moi, le monde des finances. Pourquoi tu penses qu'ils font tant de profit? Ils vont chercher une pièce ici, une pièce là. C'est écœurant. Ça fait chier. Normalement, quand on fait de l'argent, on a des profits, on réinvestit dans des projets, dans de la création, et on réengage du monde.
pour pouvoir progresser encore plus. Là, c'est un monde complètement fou qui va vers une dérive. On ne sait pas où ça va nous mener. Vous voulez venir avec moi, on va aller leur dire ce qu'on en pense. Tout de suite, là? Oui? Ah, je peux pas tout de suite. On y va leur dire? Ben, faut que j'aille travailler. Je m'excuse. Et il y a une indifférence, une apathie, puis c'est un peu de notre faute. Dans les caisses de retraite et tout ça, on s'occupe pas de nos affaires. Je suis à peu près tout seul, moi, à aller dans les assemblées de banque. Il y en a beaucoup des actionnaires individuels qui ont 10, 100, 200 actions d'une banque, d'une grande corporation, Bell Canada, etc. Ils y vont jamais. Ils posent jamais de questions. C'est écœurant. Ça fait chier. Eh ben oui, le ton est à l'amertume. Isabelle, bonsoir. Il faut aider le Robin des banques. Ben oui, effectivement, mais c'est parce qu'on a l'impression d'être écrasé tellement par une incommensurable grosse machine qu'on a l'impression de pas avoir voix au chapitre, mais c'est pas le cas. Les gens n'ont même pas le temps. Je leur demandais de venir avec moi. Allons dire notre opinion aux banquiers, qu'on leur dise une fois pour toutes. Ça veut même pas venir, c'est pressé, ça n'a pas le temps, ça n'a pas l'autobus. Il est là, le vrai premier pouvoir. Tu sais qu'aux États-Unis, ils ont quand même trouvé une façon de court-circuiter, si tu veux, un peu les stratèges des banques. C'est qu'ils arrivent à obliger les banques, et c'est une loi fédérale, codifiée d'ailleurs, c'est régi par le fédéral, la loi sur les banques aux États-Unis également. Ils ont obligé les banques, dans chaque État, dans chaque localité, à réinvestir dans la communauté. Ça s'appelle carrément du réinvestissement communautaire. Ça pourrait être fait ici, mais ça ne se fait pas. Alors ça, c'est une partie des profits, là, si je comprends bien, qui est réinvesti automatiquement. C'est selon 5%, 10%, ça peut varier. Il n'y a pas de chiffre exact. Je demandais à Yves Michaud s'il y avait des données là-dessus qui pourraient être appliquées ici. Écoutez, il faudrait voir, là. Mais c'est sûr qu'ici, tu sais que les lois, la loi fédérale, c'est la loi qui gère les banques. Nous, ici, au Québec, tout doit donc passer par Ottawa. Donc. C'est comme, finalement, nos fonds, ça. Tout passe par Toronto et par Ottawa. Et donc, l'argent qui reste ici. C'est ça, au Québec. Parce que l'argent peut être redistribué ailleurs au Canada. On est tellement losers ici, là. Ah ouais, qu'on se prend pas. Non, mais c'est vrai, il va falloir le dire. On va suivre le conseil d'Isabelle et de M. Michaud. Oui, il faut faire ça. Oui, mais certainement, Isabelle, certainement. Nous allons faire une petite pause. Merci beaucoup, Isabelle. Il faut le dire aux Anglais. Il faut le dire aux Anglais, maudits Anglais. Hein, c'est ça qu'on va vous le dire. On s'en va faire une pause et on revient avec la fête du monde du sport. Restez avec nous. En deuil. Oui, je suis en deuil et je suis un peu furieux d'ailleurs. Vous savez, les Alouettes, pour une deuxième saison consécutive, sont devenus des oiseaux de malheur, en quelque sorte, les Alouettes. Des oiseaux de malheur. Oui, les Alouettes, on voit le lien. On part fort ce soir. Ah, oui. Parce qu'ils se sont fait battre, évidemment, par les Tiger Cats de Hamilton 27-26. Deuxième fin de saison dramatique contre les mêmes Tiger Cats, avec le résultat que Calgary et Hamilton ont rendez-vous la semaine prochaine à Vancouver. Comme l'année dernière. Oui. Oui, c'est ça. Les deux mêmes divisions qui s'affrontent. Ben, c'est toujours les mêmes divisions. Ah oui, c'est toujours la même. Je suis d'autant plus frustré car sur le plan personnel, je comptais pouvoir débloquer les budgets afin que je puisse vous faire parvenir toute la semaine des reportages en provenance de Vancouver. Et ça n'a pas été possible, ça? Même si les Alouettes avaient gagné, je pense que ça n'aurait pas été possible. Ah bon, ben écoutez. Et évidemment, je suis un petit peu déçu du rassemblement qui a échoué jeudi dernier. 38 fanatiques seulement sont venus nous retrouver au stade McGill. Ne demandez pas pourquoi les Alouettes ont foiré hier. On peut l'expliquer comme ça. Exact. On peut. Et évidemment, vous avez vu que Nostradamus s'est trompé. De façon absolue et aberrante. Elle avait prévu une victoire des Kings. C'est le Canadien qui a gagné. Et regardez cette terrible image. La très, très grave blessure subie par Brian Savage lorsqu'il a été mis en échec par Ian Laperrière des Kings. On dit qu'il a même été chanceux. Il aurait peut-être pu avoir des conséquences encore plus terribles. Sa vie même aurait pu être en danger parce que on a à quelques millimètres près, sa moelle épinière aurait été touchée. On parle de vertèbre cervicale fracturée. C'est la clavicule qui est aussi, c'est le haut du dos et vertèbre cervicale. La C7 a été fracturée et la C5 aurait été également touchée. Mais en tout cas, il va s'en remettre. Mais ça va prendre quand même quelques mois. Mais, dans un certain sens, Yvon Penneau l'a souligné dans son article, justement, et je pensais la même chose que lui ce matin, ça sert bien à Alain Vigneault et Régent Houle. On ne peut plus maintenant les accuser de quoi que ce soit. Avec l'équipe dont ils disposent, on ne peut plus réclamer leur tête. C'est fort, ça! Ça reste arrangé. Oh, quelle question! Vous voulez dire si les déboires du Canadien sont provoqués par le Canadien? Par Régent Houle et Alain Vigneault. Nos caméras de surveillance, des caméras de surveillance, pardon, ont réussi à capter ce moment inquiétant qui met en vedette Régent Houle. D'accord, on écoute. Allô, Alain? Régent? Ben oui, tu félicites sandwich, hein? Ben oui, il y a déjà un journaliste qui dit qu'avec tous nos blessés, faut nous donner un break. Bien oui, ça poigne.
Oui, l'opération Mal Mystérieux se poursuit ce soir. C'est Roussinski ce soir. En deuxième période, blessure à la cuisse. Je répète, blessure à la cuisse. OK, Alain. Alors, on ne tardera pas à être étonnant. On ne tardera pas à être fixé quand le Canadien va sauter sur la glace dans quelques minutes à Anaheim. À Anaheim? Surveillez ça demain soir. Mais certainement. Mais certainement, Paul. Merci beaucoup. Merci infiniment et bonne fin de soirée à vous. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin, la météo. Restez avec nous. On sait que je suis allé à Moncton dernièrement, mais c'était quelque chose de politique, là. Étant donné que c'était culturel, je me sentais plutôt comme un envoyé de flash, avec toute la responsabilité qu'on a avec toute cette pression-là. Et je suis allé rencontrer des gens là-bas, donc j'ai fait des interviews, des entrevues, chose que j'avais jamais faites. Vous avez fait des entrevues avec des personnalités québécoises qui travaillent donc à Las Vegas. Oui, Isabelle Boulay, Alain Choquette, et qu'est-ce qui était là aussi? Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, ben oui, c'est le décalage, on comprend ça. Et là, vous avez donc monté un premier reportage qu'on va voir ce soir, si vous êtes d'accord, et qui... Présentez-nous là, s'il vous plaît, Bruno. Écoute, Marc, je me suis préparé, c'était ma première entrevue. C'était avec Isabelle Boulay, qui était extrêmement généreuse. Les filles ici m'ont monté un dossier absolument remarquable sur Isabelle. Et je pense que ça a donné, pour une première entrevue, en tout cas, j'en suis bien fier et j'ai bien hâte de montrer ça. Eh ben, on vous présente ça à la fois. Ils sont venus me chercher en limousine à l'aéroport, une grande limousine noire, le traitement royal. J'ai une suite au 25e étage de cet hôtel-là. OK. Puis? Ben, je suis ici pour 2 soirs. Je chante 1 heure par soir au théâtre de l'Hôtel Paris Las Vegas. Puis? Écoute, Bruno, c'est vraiment très impressionnant ici. Je sais, on est arrivés, nous autres, hier, et Si? Ben, ouais. C'est comme tu dis. Merci, Isabelle. Hey, c'est magnifique. Quel beau sur place. Oh non, Manolo! Non, pour nous, le centre névralgique du monde, là où vraiment se décide le sort de l'humanité, c'est quoi? Et c'est où? C'est Las Vegas! Et dès qu'on a su que le magicien Alain Choquette coupait son assistante en 2 au Nevada, là, on a débloqué les budgets et là, nous avons dépêché sur place notre correspondant à l'étranger, /, chroniqueur culturel, /, travesti de service, Bruno Blanchet, qui revient à l'instant de la capitale du vice. Bruno qui a d'ailleurs ce soir tenu, à l'occasion de la présentation du premier d'une interminable série de reportages sur nos artistes à Las Vegas, à être accompagné par ses parents. Madame Nicole Blanchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Et Monsieur Clément Blanchet. Bonsoir Clément, si je peux vous appeler ainsi. Clément, bonsoir. Bruno, évidemment. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, Bruno, ça a été une envolée apocalyptique. On pourrait peut-être la qualifier comme ça. Vous êtes parti en catastrophe au début de la fin de semaine. Oui. Vous arrivez à l'instant. Comment ça s'est passé? C'était, écoute, dès le départ, j'étais très nerveux. Écoute, Mardi 9 novembre 1999, chez la COP dépense 900 000 $ pour mettre une feuille d'érable derrière la tête des footballeurs de la Ligue canadienne de football. Pour aviser Sheila, moi pour 35 $. Non seulement je me mets une feuille d'érable derrière la tête, mais je me rentre une corde de bois n'importe où. Et la fin du monde apprend qu'une compétition des meilleurs crus de cannabis a eu lieu à Montréal dimanche dernier. Pendant ce temps, la SRC diffusait son spécial 4,5 en folie. Lequel est le plus nocif pour la jeunesse québécoise? Pensez-y. En bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Non mais, il s'en passe-tu des affaires dans le monde? Et vous pouvez être certain que la fin du monde est toujours là pour vous informer du moindre battement de cils de la planète. Oui, la planète a des cils. Ça va d'ailleurs être une série de reportages qu'on va vous présenter ultérieurement, là, dans quelques semaines. Ben, c'est nous, ça! Jamais banal, toujours un pas en avance sur les autres. Par exemple, en ce moment, là, au moment où on se parle, les Russes bombardent la Tchétchénie, Jean Chrétien est en Afrique,
L'Allemagne célèbre le 10e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pensiez-vous réellement qu'on allait être là aux téléspectateurs et aux parents de Bruno? Et après, on revient pour avoir un petit commentaire de tout le monde. On regarde ça tout de suite. Bienvenue à Paris, Las Vegas, un décor presque authentique où les arbres font de l'ombre au plafond. En fait, on a voulu recréer ici l'ambiance de Paris, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une réplique de l'opéra où se produit Isabelle Boulay en spectacle, en plein milieu de Las Vegas, un hôtel très luxueux. Alors, Isabelle Boulay, t'es ici, fait que... Si. Ben, écoute, je suis arrivée ici, j'ai la chance d'être ici parce qu'il y a un producteur d'ici qui m'a vu à Paris, à une télévision française et qui après est allé au magasin de disques et qui m'a encore vu dans le magasin de disques. Alors, c'est ce qui explique que je sois ici. Ah oui, mais